Je vais faire l'appel. Esteban. Merci beaucoup. Alors, Laurent, je suis présent. Jean-Michel est excusé, il a donné son pouvoir à Marc. Olivier Ogiso. Marc Banac. Présent. Anthony Bédoué. Présent. Nicolas Boisseau. Présent. Angèle Bourriot. Présent. Patrick Collin, il a été excusé et c'est Nicolas qui a son pouvoir. Emmanuel Dupuis est excusé et c'est Bernard Fichy qui a son pouvoir. Marianne Etienne. Oui. Bernard Fichy. Présent. Jean-François Girard. Présent. Jacques Higouin. Présent. Isabelle Hamel. Présent. Valentin Larcher. Présent. Cyril Lecam est absent. Colette Lopez. Présent. Régis Mez. Est-ce que j'ai un pouvoir pour Régis? Il va peut-être arriver. Attendez, avant de le mettre absent. Bruno Ouvrard. Présent. Josiane Pacte-à-la-Faille. Présent. Dolores arrive. Didier Claire. Présent. Laurent Roblet. Absent. Fabien Fury. Présent. Marie-Thérèse Sarrey. Présent. Et Bruno Olivier. Bruno Olivier, de mémoire, il est. Il a un pouvoir? Non. Ok. Très bien. Donc, je vais vous dire, enfin, vous donner l'ordre du jour. On va approuver le procès verbal de la séance du conseil municipal du 27 juin 2023. On désignera un secrétaire de séance et ce sera Bernard. Et voilà, Dolores est là. Impeccable. Bonjour Dolores. Ben, tu peux te mettre plus près. Donc je disais, on parlera aussi d'une démission d'une conseillère municipale. En ce qu'il s'agit de la vie municipale, on désignera un référent de déontologue pour les élus locaux. Toujours dans la vie municipale, on prend une convention de mise à disposition d'un délégué à la protection des données. En fait, c'est les données RGPD, les données data informatiques. Pour les finances, on modifiera les taux de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. On verra les tarifs de l'accueil périscolaire et la vente des caveaux libérés, enfin plutôt les tarifs de vente des caveaux libérés. Pour les ressources humaines, il y a des créations de postes avec des mises à jour du tableau des effectifs. En urbanisme, on reviendra sur une acquisition de parcelles de terrain nu qu'on appelle section ZC 9 et 10 qui nous avait été offerte. Et on s'est aperçu qu'à la manœuvre, il vaut mieux les acheter même pour l'euro symbolique. Donc c'est juste une histoire juridique. Pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, on nous demandera d'approuver la présentation du rapport d'activité de la communauté de communes, et ça pour l'année 2022. Vous l'avez reçu dans votre convocation. Et puis, je vous demanderai de m'autoriser pour le marché en groupement de commandes pour la réalisation d'un diagnostic d'assainissement collectif. En fait, la communauté de communes a besoin qu'on crée un avenant parce qu'on n'a pas pu faire tous les essais cet hiver à cause du niveau d'eau. Et puis, en questions diverses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait la démission d'une conseillère municipale qui est Sandrine Ness, je le regrette, mais celle-ci n'étant pas adjointe, il n'y a pas lieu de prendre une délibération particulière. Donc, je vais demander, alors j'ouvre le conseil, Bernard Fichy, qui est désigné secrétaire de séance, et je vais demander à Dolores Petro de lire le procès verbal de la séance du 27 juin 2023. N'hésite pas à être très résumé. Alors, je vous lis les grands titres donc, de ce procès verbal du 27 juin 2023. Il y avait l'élection secrétaire de séance moi-même, l'approbation du procès verbal, donc voilà. La première question portait sur l'élection du nouveau représentant à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. La deuxième question, signature du protocole d'accord du nouveau médecin de la maison de santé. Ensuite, la subvention pour l'acquisition foncière en vue de la construction de logements sociaux. La subvention pour le compte de Vendée Habitat pour la construction de logements sociaux. La subvention pour l'aménagement de la rue Jacques Moreau. Ensuite, il y avait une question sur les finances, l'adoption de la nomenclature L57. Une question sur les tarifs des cours d'apprentissage de la natation. Une question sur les tarifs pour les emplacements du cirque. Une question sur
la vente d'un véhicule d'occasion, le vote des subventions 2023, la mise en place des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, la création de postes complémentaires pour accroissement saisonnier et temporaire, la création de postes avec mise à jour du tableau des effectifs, la gratification pour l'accueil de stagiaires, l'acquisition de parcelles de terrain nu, section AK 416, et c'est terminé. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. On va passer à la désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Alors, c'est ni plus ni moins ce que vous avez déjà entendu dans les mandats précédents et puis en début de mandat et pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer et la commune de la Faute-sur-Mer. Rappelez-vous, on était systématiquement dans l'obligation de nommer ce qu'on appelle un DPO, c'est quelqu'un qui est responsable de la gestion des datas, de la donnée par rapport aux règles du RGPD, c'est-à-dire les listings, on fait attention à bien sécuriser de façon interne et de façon externe les datas et la protection de ces données. Et donc, je vous propose, pour résumer et pas vous faire perdre de temps avec la lecture de toute cette délibération, de m'autoriser à signer une convention de mise à disposition d'un DPO mutualisé proposé par e-collectivité, c'est ce qu'on faisait de chaque côté de la rivière, et de poursuivre dans ce cadre-là. En fait, c'est e-collectivité qui, pour nous, surveille nos datas et nous sécurise et nous conseille, et qui délègue après, enfin qui nous demande d'avoir un référent, et le référent, c'est le directeur général des services. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Ça va être en règle sur les données informatiques, en tout cas sur le contrôle de nos données informatiques. Tu me dis quelque chose? La déontologie, oui, j'avais effectivement. Moi, je reviens en arrière. La déontologie, c'est, vous savez qu'on doit. Non, je n'avais pas en arrière. Bon, ok. Si. Alors moi, sur mon truc, je n'avais pas. Je reviens, donc voilà. Donc pour la déontologie, en fait, on nous demande de désigner un déontologue, enfin des membres sur une liste déontologue, qui est constituée en fait par l'association des maires de Vendée, et qui a été annexée à la délibération. L'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on puisse saisir dans une liste de personnes ces personnes qui pourraient répondre à des questions qui pourraient être les nôtres sur des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt, sur savoir si on fait bien les choses, si on ne s'expose pas justement à être hors le cadre de la probité et de la règle, ou de la conformité à la légalité dans nos décisions, ou dans notre approche de nos décisions politiques. Voilà, il y a des tas de sujets qui peuvent arriver. Est-ce que, par exemple, le président d'une banque locale, d'une succursale locale, peut être adjoint aux finances d'une collectivité dont il est élu. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Et ce sont eux qui apportent des réponses quand ils sont sollicités. Donc il y a tout un formalisme pour justement les solliciter. Dans la délibération, on vous dit, au-delà de la décision de désigner dans cette liste qui est proposée par la MPCB, on vous dit que, par exemple, les modalités de saisine des référents déontologues doivent passer par tout moyen, soit les nôtres, soit directement par l'association des maires, de décider que les avis du ou des référents déontologues seront rendus dans des conditions qui peuvent être différentes. Nous, on a décidé qu'on attendait à ce que ces décisions soient rendues sous un délai d'1 mois, de décider que les moyens matériels mis à disposition des référents, c'est-à-dire les prêts de salle, les espaces de travail, eh bien, on s'en occupera, on fera ce qu'il faut pour leur laisser de l'espace pour travailler, etc. etc. Donc, je vous propose de décider que le référent déontologue bénéficiera quand même des frais de remboursement de transport quand il devra nous voir pour travailler, que cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues
seront portés par tous les moyens à la connaissance des élus locaux intéressés, puisque si ça concerne un élu local, il faut quand même qu'il sache qu'on fait une étude pour savoir si la situation dans laquelle il est, ou dans laquelle il y a un lien d'intérêt, ou un conflit d'intérêt, est étudiée. Et sur la liste que je dois avoir là, vous avez pu voir quelle était la compétence, les compétences et la probité. Non, je ne l'ai pas là, je sais pas. Retrouvez ça, j'aimerais vous lire quand même la qualité des personnes qui sont proposées. Non, protection des données, donc là. Voilà, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Et donc, les gens, il y a monsieur Jean-François Molia, qui est président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ancien vice-président du tribunal administratif de Nantes. Monsieur Bertrand Faure, professeur de droit public à la faculté et responsable du master collectivité territoriale. Monsieur Bruno Lefebvre, administrateur des finances publiques adjoint. Et puis, s'il y avait une formation collégiale, monsieur Bernard Madeleine, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, ancien président du tribunal administratif de Nantes. Voilà la qualité des personnes qui pourraient étudier les cas qui nous concernent. D'accord. Voilà, donc je vous propose de passer, par moi qu'il y ait des questions. Pas de question, de passer aux voix. Qui est pour? Tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. On va passer maintenant à la modification du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La loi de finances, on vous l'a dit pour 2023, on vous l'a dit en bureau pour ceux qui font partie du bureau, a prévu un élargissement des communes éligibles à la taxe sur les logements vacants et la possibilité pour celle-ci d'instituer une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les communes qui sont en tension foncière. Par décret du 25 août 2023, la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île a été inscrite sur cette liste et la part des résidences secondaires qui a largement dépassé celle des résidences principales chez nous, puisque à la faute on est à 65% et non c'est n'importe quoi, à l'Aiguillon on est à 65% et on a un taux de 80% à la faute-sur-mer, font que évidemment nous sommes concernés. Ajouter à cela la raréfaction des terrains constructibles qui sont liés justement à notre planification, les plans de prévention des risques littoraux, le PLU que nous avons aujourd'hui, qui est plus. Les deux PLU sont restrictifs. Le PLUI que nous sommes en train de se construire, qui lui, pour le coup, va être intégré le ZAN, la non-artificialisation des sols. Le SCOT qu'on vient de voter en comité de communes, qui lui est contraignant. La ligne de recul du trait de côte, qui va venir s'ajouter justement à tout ce millefeuille de planification, fait que notre capacité à nous développer pour la résidence principale est de plus en plus contrainte et de plus en plus réduite. Et compte tenu du fait qu'en plus on est une commune littorale, vous comprenez bien que c'est avec regret que je constate qu'il est aujourd'hui très difficile pour nos enfants et nos jeunes actifs de s'installer sur la commune. Et outre le déchirement que représente cette délocalisation de la jeunesse active, on voit qu'elle recule, c'est-à-dire que je parlais ce week-end avec le maire du Langon qui disait qu'il voyait beaucoup de jeunes de chez nous aller chercher un peu vers chez lui, mais déjà ça recule parce qu'au Langon déjà les prix du foncier augmentent, et bien ça engendre une augmentation des déplacements automobiles, domicile-travail, avec de multiples inconvénients sur notre bilan carbone. C'est un surcoût aussi pour le budget de ces jeunes ménages, et puis si on peut compter aussi pour voir tous les risques, il y a des risques d'accident. Aussi, il me semble nécessaire de mener des actions permettant un meilleur équilibre entre les résidences secondaires qui sont des vecteurs principaux
de l'économie de notre territoire et les résidents principaux qui permettent le développement de notre territoire qui est apprécié évidemment par les touristes. Les recettes qui sont issues de cette taxe permettraient à la commune d'augmenter l'offre de logements principaux et notamment au travers de 3 solutions. D'abord celle d'acquérir des parcelles constructibles pour y réaliser des opérations immobilières en faveur de l'habitat permanent. Alors quand j'entends l'habitat permanent, c'est à l'usage de résidence principale. De limiter aussi ces ressources, elles permettraient de limiter l'impact du coût de la viabilisation sur le prix de vente du terrain pour des résidents principaux sur les prochains lotissements communaux ou opérations communales. Et puis de proposer à des bailleurs sociaux ou libres des terrains constructibles qui permettraient d'augmenter l'offre locative permanente, l'offre locative en résidence principale. Alors, ce nouvel outil fiscal, il permet de majorer la taxe d'habitation jusqu'à 60%. Toutefois, en 2023, je vous rappelle que l'État a réalisé, alors je ne sais pas si j'ai besoin de vous le rappeler, parce que je vois sur les réseaux sociaux, on voit très vite que les gens ont compris qu'il y avait eu un truc qui se passait sur leur taxe. Et je le répète, l'État a réalisé, c'est pas la commune, une majoration de 7,1% des bases imposables. Ça, il faut vraiment que vous qui êtes élus, vous le disiez aux gens, parce que les gens ont tendance à penser que c'est nous qui l'avons fait. Non, c'est les bases imposables qui ont augmenté de 7%. C'est plus qu'une augmentation de taux. C'est une base imposable qui augmente de 7%, ça a un effet important. 7,1. J'ajoute à ça que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a levé une part de 2% sur la taxe sur le foncier bâti. Donc vous comprenez bien que majorer la taxe d'habitation à des hauteurs de 60%, 50%, comme le font certaines communes autour de nous, me paraît inapproprié. Et de plus, il a fallu en 2022 réaliser l'harmonisation fiscale des 2 communes. Je vous rappelle qu'on avait notre commune de la Faute historique qui était vous me le rappelez, à 9,44. Il a fallu la monter à 12,08. Bon, les gens de l'Aiguillon, eux, ont eu un avantage, ça a baissé. Pour autant, si on rajoute ce que j'ai dit avant, ils n'ont quand même pas vu la baisse, puisqu'il y avait 7% plus les 2%. Donc la baisse, ils n'ont pas vu. On a aligné, mais alors imaginez les gens de la Faute, eux, c'est un carton plein si on en met une grosse couche. Et afin de limiter l'impact de cette évolution sur les résidences secondaires, tout en permettant à la commune de bénéficier de leviers complémentaires pour les résidents principaux, le bureau municipal qui s'est réuni cette semaine a proposé une majoration beaucoup plus ténue, à 7%, sans aller, je vous le dis, dans les 50-60% de la THRS, qui ferait passer le taux de 12,08 en 2023 à 12,93 en 2024. Cette petite augmentation nous paraît raisonnable et suffire grandement, pas grandement, il ne faut pas l'exagérer, suffire à notre besoin de développer, favoriser la création de résidences principales pour nos plus jeunes ou aussi nos plus anciens, parce que je rappelle que quand on dit qu'on veut rester sur le territoire, des fois on n'a plus besoin de sa grande maison, mais il n'y a pas de petite maison chez nous. Il n'y a pas de petite maison qui soit isolée aux normes, etc. pour de la résidence principale. Voilà quelle est la proposition, c'est-à-dire de majorer de 7% la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, bien sûr, dû au titre du logement meublé, et puis de me charger de notifier cette décision au service préfectoral. Y a-t-il des questions? S'il vous plaît, je voudrais prendre la parole. On parle d'impôts locaux, là. Moi, j'ai reçu personnellement mes taxes foncières. C'est 25% de plus, monsieur le maire. 25%. Vous parlez de 7%, etc., de 10% pour la Comcom. Moi, c'est 25%. C'est 300 balles de plus. Okay, moi, ma retraite, elle a augmenté de 0%, monsieur. Okay, là, vous nous parlez d'une taxe de 7%. C'est au-dessus de ce qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation que je conteste, parce que l'inflation, quand vous allez faire vos courses dans les grandes surfaces ou acheter de l'alimentaire, ça dépasse les 15%. Donc il y a un moment... Donc c'est en dessous. C'est en dessous, mais je veux dire, on parle de 5%. Donc c'est en dessous de les barèmes de l'impôt vont prendre 4,9%. Nous, on prend au-dessus de l'inflation qui est annoncée officiellement, 7%. Je trouve que c'est excessif. Encore une fois, c'est une surtaxe, parce que là, c'est la part de la commune, mais l'intercommunalité, elle va prendre combien? La GEMAPI, elle va prendre combien? Combien ça va nous faire à la fin, là?
pour nous, les gens qui investissons un petit peu dans les trucs secondaires. Donc si vous voulez, moi je vais voter contre ça, parce que les taxes, j'en ai marre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Et 25%, 300 balles sur les fonciers, c'est un peu excessif. Et j'ai fait le tour de certaines personnes, et la plupart des gens sont à ce niveau-là. La plupart des gens sont à ce niveau-là. Alors quand vous dites que c'est 7% pour la commune, ok, mais c'est un truc qui est caché, c'est l'iceberg qui est caché. C'est 7%, c'est pas 25%, on a tous 25%. Alors, je vais reprendre, et merci pour cette intervention, parce que ça me permet de reclarifier quelque chose que je pensais avoir clarifié tout à l'heure, mais qui apparemment, je ne m'exprime pas bien, et je me fais mal comprendre. Quand je dis que l'État, je parle bien de l'État, augmente de 7% les bases, il augmente de 7% les bases. Et si vous savez calculer un pourcentage sur une base, si vous augmentez la base, à l'arrivée, vous avez plus que l'augmentation directement sur la réalité de ce que vous payez déjà. Mais ça, c'est pas moi, monsieur le conseiller municipal, c'est pas moi qui le dis, c'est l'État qui l'impose. Et puis, vous parlez ensuite, donc les 7% plus les 2% plus la part communale que vous avez votée, vous l'avez voté. Non, les 7%, c'est la part communale. Non, les 7% dont vous parlez tout à l'heure, puisque vos 23% d'augmentation, c'est ce que 25, c'est ce que vous lisez aujourd'hui. Donc là, on est en train de parler de quelque chose qu'on pourrait faire, qu'on n'a pas encore fait. Donc on va parler de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous avez marre d'avoir des taxes et des surtaxes, et vous avez regardé ces 300 balles que vous dites sur votre imposition. Donc on va parler de ce que vous dites. Et après, on va parler de ce que je dis là. Donc, je le répète, cette augmentation, c'est 7% de base. Dans ces 23% que vous calculez, ce n'est pas la mairie qui l'a fait. Non, j'accuse pas encore la Et que les gens soient impactés et insatisfaits, je le comprends totalement. Je le comprends totalement. Les 2%, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais en tous les cas, je vous le rappelle, ces 25%, vous les avez votés, M. Malac. Et à ce moment-là, vous n'avez pas dit, vous en aviez marre, vous avez voté. Et puis maintenant, c'est un choix politique. Je ne suis pas en train de dire qu'on va augmenter puisque je soumets une délibération. Cette délibération, elle a été étudiée avant de vous la présenter. Ce n'est pas le fait du roi. On s'est réunis en bureau municipal, auquel vous n'avez pas participé. Et l'ensemble, on a projeté, on a calculé, on a regardé ce que faisait le point supplémentaire pour la commune. Et le point supplémentaire pour la commune de l'Aiguillon-la-Passille, c'est-à-dire l'Aiguillon et la Faute, ça nous fait à peu près 70 000 €. Or, on n'a pas augmenté d'un point, on a augmenté, vous pouvez me donner exactement c'est 0,81. On a augmenté. Ouais. De 12,8 à 12,93, 83. Ouais, 0,83%. Voilà, on a fait moins d'un point. Là où les autres communes vont taper dans du 60, du 40, du 50, etc., c'est pas ce qu'on a fait. On a volontairement voulu dire, on ne peut pas imaginer ne pas faire un effort pour nos plus jeunes et pour nos plus anciens. On ne peut pas imaginer ça. Donc on ne le fera peut-être pas, mais au moins on va le proposer. C'est ce qui nous rend propre. C'est ce qui nous rend prévoyants pour demain. Et ce qui fait que si oui, vous avez une augmentation, et c'est vrai, elle est réelle, je la subis moi aussi, mais pour autant, on ne peut pas imaginer, ne pas prévoir et ne pas anticiper aujourd'hui un peu pour demain, pour les gens de demain. C'est pas possible. Et donc, il nous reste, comme je l'ai dit, très peu de foncier sur lequel on va pouvoir aider les jeunes. Soit on le laisse à des promoteurs sans pouvoir avoir la main, et là vous pouvez être certains et certaines que seuls ceux qui ont les moyens pourront acquérir ces immeubles, enfin vraiment les moyens. Et la résidence qui sera créée dessus ne sera pas une résidence à louer à l'année. Soyez-en persuadés, parce que les loueurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont à la Faute ou à l'Aiguillon? Ils sont sur le site de Vendée, deuxième destination de Vendée, et la Vendée c'est la deuxième destination de France. Quel est le réflexe? En 2 mois, 3 mois, je me fais plus qu'une année de loyer sur le rétro-littoral, pour le même immeuble. Donc si vous croyez que ces logements qui vont être créés vont être à destination de nos jeunes, c'est pas vrai. Si vous croyez qu'on va pouvoir garder nos anciens qui veulent plus petits, c'est pas vrai. Donc j'entends ce que vous dites, mais alarmez pas n'importe comment, parce que s'il y a bien cette augmentation que vous avez votée, si on en fait une autre, elle n'a rien à voir avec ce que vous avez dit après, c'est-à-dire que vous avez parlé de GEMAPI. GEMAPI n'a rien à voir avec... c'est une loi de finances.
Oui, mais elle rentre dans l'augmentation. GEMAPI, aujourd'hui, on n'en parle pas. Aujourd'hui, GEMAPI est déjà dans votre... La décomposition de vos taxes. Vous avez la taxe communale, la taxe intracommunale, la Comcom. Mais on ne vote pas sur la GEMAPI. Vous avez la GEMAPI. Mais on ne vote pas aujourd'hui sur la GEMAPI. la GEMAPI, donc tout ça fait que vous avez une augmentation, tout augmente, c'est tout. Non, mais je l'entends que tout est augmente, mais moi je veux bien qu'on revienne sur la GEMAPI, alors allons-y sur la GEMAPI. Mais ça fait partie. Oui, mais ça veut dire que quelque part, ça rentre dans la réflexion. Ben, la GEMAPI, c'est nos digues. La GEMAPI, c'est de faire payer un peu plus d'1,80 € en plus pour chaque conseiller, pour chaque habitant, de telle façon à ce qu'on puisse avoir l'idée que quand on dort la nuit, on ait des ouvrages qui soient à la hauteur. Voilà, on peut ne pas le faire. Non, mais elle augmente ou elle n'augmente pas. Tout augmente, monsieur. Tout augmente, c'est ça le gros problème. Là, tout augmente. Je prends la GEMAPI parce qu'elle augmente, je prends l'intercommunalité parce que ça augmente, et puis je prends la commune parce que ça augmente. Une fois que vous avez dit tout elle mouille, voilà. Après, c'est tout. Je le dis parce que... Mais si c'est un constat, moi je l'entends, M. Balac, mais si c'est simplement voter contre et me dire, monsieur le maire, vous augmentez, etc., je préfère avoir un peu d'argumentation. C'est-à-dire que je suis contre l'idée qu'on développe la résidence principale pour les jeunes. Je ne veux pas, et j'en ai ras-le-bol qu'on paye pour nos digues, démerdez-vous et trouvez autrement. C'est peut-être ça le sujet que vous voulez me dire. Non, pas du tout. Non, je dis que l'augmentation est trop importante par rapport à machin, c'est tout. Vous auriez proposé un 5%. Moi, j'aurais dit, ok, c'est l'inflation, c'est machin, ça, là, on propose 7%. J'ai proposé un 5% personnellement, pour tous les membres du bureau qui étaient là, j'ai proposé un 5%. Mon ami maire délégué m'a dit, écoute, 7% ce serait pas idiot, d'autant plus que ça nous ferait un peu plus pour pouvoir développer. Enfin, tous les membres du bureau qui étaient là pourront vous le dire. Et je me suis dit que c'était correct, sa proposition. Au niveau de la taxe foncière, il faut aussi faire remarquer aux personnes, c'est marqué dans l'avis de la position de taxe foncière, que notre commune reversera 586 000 € cette année à l'État. Oui. Alors qu'il y a des communes, c'est dans l'autre sens, ils reçoivent. Nous, on reverse. Alors effectivement, la valeur locative, elle augmente du tout de l'inflation. Quand on a voté l'augmentation de notre taux à nous, on ne connaissait pas l'augmentation des valeurs locatives. Hein, après, c'est vrai que sur les taxes d'utilisation des résidences secondaires, ce qui est un peu gênant là-dedans, c'est qu'en fait, on connaît tous des gens qui ont peut-être des résidences familiales qui s'occupent que de façon secondaire, depuis de très nombreuses années. Et il y a des nouveaux arrivants qui sont venus qui, effectivement, font de la location meublée, saisonnière. Et on a aujourd'hui des personnes qui rachètent des maisons dans lesquelles il y a des personnes qui sont en location à l'année. Ces maisons sont vendues, on le voit sur la fiche, fin de bail, telle date. La maison est vendue à des gens, pas pour faire de la résidence pour venir habiter, mais pour relouer derrière en saison. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est embêtant un peu quelque part. C'est vrai de taxer plus 7% les gens, ça fait 30 ans qu'ils ont une maison résidence secondaire ici, donc ils font vivre la commune de façon normale. J'irais même plus loin, parce que moi aussi quand j'ai dit 5%, parce que j'étais comme M. Balac, qui doit un peu. J'étais comme lui. 5%, je pensais à ceux des plus anciens, souvent, qui sont des isolés, généralement des veuves, qui ont comme seul revenu le locatif. Parce que pendant des années, on leur dit que le bien immeuble, c'est un bien réel et concret et que ça permet d'avoir du revenu, et qu'aujourd'hui, c'est ces personnes-là qu'on va taxer alors qu'elles ont des petits revenus, paradoxalement, alors qu'on les prend pour des riches propriétaires, etc. Donc, j'entends tout ça, mais il y a toujours une part d'injustice dans l'impôt quand on décide pour l'ensemble. Et c'est pour ça que plutôt que, je le répète, d'aller dans des taux comme les Sables d'Olonne, qui sont à 60%, qui sont au taquet, etc., je proposais 5. Le bureau m'a dit, écoutez, 7. J'ai dit, ok. Et j'assume le 7. C'est pour ça que je vous proposais de délibérer, à moins qu'il y ait d'autres questions. Et merci de rappeler aussi une chose, c'est qu'effectivement, on fait partie de ces communes qui reversent énormément. J'avais une question quand tu dis, avec cet argent-là, entre guillemets, là, cette rentrée, ça servira pour privilégier les personnes dans des logements, dans des habitations permanentes. Je ne vois pas comment on peut faire une différence de prix, entre guillemets, entre un jeune couple qui veut s'installer et rester sur la commune de l'Aiguillon et quelqu'un qui voudrait l'acheter pour avoir une maison secondaire. Comment la commune peut agir? Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où si demain, on veut continuer à faire vivre la commune, il faut que des jeunes s'installent.
Et pour que les jeunes s'installent, il faut que le tarif des logements soit acceptable et accessible pour eux aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où on a les moyens de maîtriser le foncier, nous en sommes propriétaires, d'accord? On n'est pas sur un foncier, excusez-moi je ne te vois pas, on n'est pas sur un foncier ad hoc qui appartient à un privé, là, on est sur une propriété communale. À partir du moment où, et c'est pour ça que je vous disais, il nous reste quelques propriétés où on peut développer, c'est nous qui avons la main, qui pouvons conventionner, soit avec un bailleur social. Alors souvent quand on dit bailleurs sociaux, on dit oh là là, mais qui ça va être? Les bailleurs sociaux, c'est aussi des jeunes qui commencent dans la vie, quoi. C'est nos jeunes à nous. Et c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que c'est la maîtrise de l'immobilier, du foncier d'abord, de la capacité à conventionner avec les bailleurs, de leur imposer notre cahier des charges. Il n'y a que comme ça. Tu ne fixeras pas le prix, par contre, tu fixeras le loyer. Mais si on prend l'exemple du lotissement des Zoya, à côté des écoles, la commune on est propriétaire aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, ces terrains, ils sont à vendre à un prix au mètre carré. En lotissement. En lotissement. C'est pas une opération. C'est identique pour que ça soit pour un jeune ou une personne qui en fera une maison secondaire. Parce qu'à l'origine, on n'en a pas fait un projet d'habitat communal. On s'est mis en phase d'en faire un lieu où on va pouvoir développer de l'habitat. C'est différent. Et aujourd'hui, ce que je sache, il n'y a pas de... Il faut demander à Fabien, mais si quand même. Il y a deux prix. Il y a deux prix. Un pour les primo-accédants et un pour les autres, en fait. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'était de réserver une partie des parcelles pour les jeunes arrivants, jeunes familles, en fait, qui s'implantent sur l'Aiguillon, et pour les primo-accédants. En l'occurrence, on était sur 4 parcelles sur les 9, et le reste des parcelles à un prix autre, l'idée étant quand même de viser l'équilibre financier de l'opération. Ça, c'est un débat qu'on a vu justement à la solution urbaniste. C'est ça. Et on n'avait pas de réponse à ce moment-là. On n'avait qu'un prix unique. Justement, on avait tranché sur 2 prix. Sur Oui, le prix, 4 parcelles. Oui, mais c'était pas. Le prix n'est pas encore défini, puisque l'opération n'est pas lancée, on ne connaît pas encore comme sortie. Mais l'idée, c'était bien d'avoir 4 parcelles en primo ou en jeune famille et 5 parcelles qui servaient à d'autres personnes. Et ça, c'est un choix politique. Parce que sur cette opération, on ne gagnera pas d'argent. Indirectement, on gagnera parce que tu auras une famille qui fabrique l'école, qui fabrique les commerces. C'est pour ça que c'est un choix politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd de l'argent et au final, on est dans la vision politique qui est la nôtre, c'est-à-dire favoriser une certaine population en résidence principale et des jeunes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je reviens à ce que je disais, pour te répondre, c'est comme ça, c'est avec une politique de projet qu'on peut orienter notre capacité à faire en sorte que ce soit de l'habitat, la location en résidence principale. Oui. La comparaison des différents impôts qui a été évoquée il y a un instant a des limites. Celle dont la responsabilité est celle de l'État, l'impôt foncier, bon, psychologiquement c'est pas agréable parce que ça tombe pratiquement la même semaine. Mais ce n'est pas une raison pour négliger la place respective de l'impôt foncier et de l'impôt de la taxe sur l'habitation. La seule qui est de la responsabilité de ce Conseil, c'est la taxe d'habitation. C'est à nous de prendre notre responsabilité. C'est vrai qu'elle coexiste avec des décisions qui sont prises par le Parlement ou l'État, mais pour ce qui est de la taxe d'habitation, c'est à nous. Si la commune, où il y a 60% d'habitation secondaire d'un côté et 80% de l'autre, n'avait pas une augmentation modeste, comparée à ce qui a été dit sur les sables et d'autres, on ne comprendrait pas. Et notre responsabilité serait engagée. C'est pas parce qu'on aurait, bien sûr, on pourrait dire, ah bah, on n'a pas augmenté les impôts, nous. Mais notre responsabilité en tant que gestionnaire de la taxe d'habitation serait directement mise en évidence. Et à l'évidence, quand on a 60% ou 80% de résidence secondaire, on a des obligations vis-à-vis de cette situation. Et je reprends ce que tu disais, Marc. C'est-à-dire que c'est toi-même qui disais que les 5%, tu ne voyais pas l'inflation. On est plutôt aux alentours de 10, 15, suivant les produits. L'énergie, on est à 22, 23. Je veux dire, être à 5 ou 7, c'est simplement accepter de perdre un peu d'argent. Nous, psychologiquement, ça soit. Je comprends. Mais c'est pour ça qu'il faut détailler. Il ne faut pas regarder qu'à l'arrivée, il faut détailler la totalité de ce qui fait le taux.
Et là, je n'ai pas compris l'intervention de Jean-François, puisque tu me disais tout à l'heure qu'on avait voté l'augmentation, nous, pour les impôts, pour les taxes foncières. Donc, on les a votés. Donc on a eu une implication, nous, en tant qu'élus, sur le foncier aussi. Absolument. Donc Jean-François, ton raisonnement, il est gentil. L'argent ne vient même pas chez nous, mais globalement, c'est nous qui allons payer. Excuse-moi. De toute façon, dans tous les cas, c'est nous qui payons, parce que même quand vous avez des subventions derrière ou des baisses d'impôts, enfin, c'est vous qui payez. C'est tout le temps le contribuable qui finit par payer. Maintenant, ce sont des choix. On a proposé, et le bureau a proposé un choix modéré, je le trouve raisonnable, parce qu'il était hors de question d'arriver dans les taux qui nous faisaient décoller, qui nous paraissaient injustes. Maintenant, comme le disait Jean-François Girard, 80, enfin en moyenne 65-70% de résidences secondaires dans une commune, si on ne leur demande pas une petite contribution à ces résidences secondaires, c'est à qui on va le demander. Et d'ailleurs... Et c'est pour éviter de demander à ceux qui habitent ici. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'une augmentation de cette limitation, pour quelqu'un qui veut acheter une maison ici en résidence secondaire, ça change quoi que ce soit pour lui. Hein. Bah, rien du tout. Rien du tout. Donc bon, voilà, moi, j'ai dit, le seul problème de ça, c'est qu'on ne fait pas de différence entre ceux qui ont des résidences secondaires et qui font vivre la commune, qui sont là depuis des années, puis qui, pour certains, ça deviendra même leur résidence principale à terme, avec bon, des arrivants qui en font un profit. Après, c'est la CFE, ou ce genre de choses comme ça qui... Et les taxes de séjour qui doivent rentrer, parce que là encore... Mais tu as raison, et puis attention, la taxe de séjour, on la défend, parce que je vous rappelle que la taxe de séjour, on la défend sérieusement ici, parce qu'on n'est pas censé la collecter, on devrait la reverser à la communauté de communes. Alors je vous rappelle que on la gérer aussi. Oui, mais ils la géreront pour le collectif. Est-ce qu'ils nous redonneront ce que nous coûtent réellement nos animations et notre accueil touristique? Je ne pense pas. Parce que l'accueil touristique, ici, coûte très très cher. Enfin, et c'est de l'investissement, je reprends ce que disait Didier, c'est aussi un choix politique, c'est de l'investissement parce qu'on attire de plus en plus de gens qui consomment chez nous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux passer au vote? Pas de questions? Pas de questions. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Deux personnes. Merci. Je vais demander maintenant à Josiane, s'il te plaît, de nous parler des tarifs de l'accueil périscolaire, s'il te plaît. Alors, je vous présente les nouvelles modalités des tarifs de l'accueil périscolaire. Depuis le mois d'avril, la commune expérimentait un portail enfance permettant aux parents d'inscrire leurs enfants avec une plateforme numérique dédiée. La collectivité utilise un portail famille qui sera étendu aux 2 écoles. Il permet aux parents d'inscrire les enfants au restaurant scolaire et au périscolaire du matin et du soir. Les parents reçoivent directement la facture sur ce portail et peuvent effectuer le règlement par carte bancaire. Pour éviter les retards trop importants des parents le soir, qui engendrent des coûts de personnel supplémentaires, un tarif forfaitaire par enfant, accueil horaire tranche 2, est proposé. Les autres tarifs sont inchangés. Les tarifs proposés sont les suivants. Tarifs à partir du 1er septembre 2023. Donc, tarif, alors pour l'accueil du matin, tarif 1 du quotient familial 0 à 476, tarif 1 €. Le tarif 2 du quotient familial 477 à 1360, 1,10 € et le tarif 3, quotient familial 1361 et plus, 1,20 €. L'accueil du soir, tranche 1, c'est-à-dire de 16h30 à 17h30, qui inclut le goûter. Tarif 1, 1,50 €, tarif 2, 1,65 €, tarif 3, 1,80 €. L'accueil du soir, tranche 2, de 17h30 à 18h30, 1 € pour le tarif 1, 1,10 € pour le tarif 2 et 1,20 € pour le tarif 3. Et pour l'accueil horaire tranche 2, 5 € pour les 3 tarifs. Si les enfants participent aux activités pédagogiques complémentaires, le coût des goûters, selon le coefficient, sera déduit sur la facture du mois suivant. Voilà.
Après en avoir délibéré, donc il nous est proposé d'approuver les tarifs définis ci-dessus à partir du 1er septembre 2023 et de donner à Monsieur le maire ou son représentant tout pouvoir à la bonne exécution des présentes. Merci beaucoup Josiane. Est-ce qu'il y a des questions? Ça représente une augmentation de combien ça par rapport à ce que j'ai Pas d'augmentation. Pour aller dans le sens... Ça va être bien. Voilà. J'ai plusieurs vidéos dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On va passer à la vente de caveaux. Il y a des caveaux qui se libèrent et à chaque fois qu'ils se libèrent, ces caveaux abandonnés, il y a certains emplacements qui, ainsi libérés, sont nettoyés et ils peuvent être réattribués aux personnes qui en font la demande. Et on n'avait pas de tarif, je crois. On avait un tarif sur les clients, Alors, on n'avait pas de tarif pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vous proposer un tarif qui serait pour un caveau à une place 400 €, pour un caveau à 2 places 1000 € et pour 3 places 1500 €. Voilà. Je vais trop vite. Pour une place, 400 €. Pour 2 places, 1000 €. Et puis on est nombreux, plus c'est cher. Pour 3 places, 1500 €. Combien d'années? C'est pour combien d'années? Là, c'est le prix du caveau, c'est pas le prix de la concession. Oui, parce qu'on le ressort, c'est pour ça qu'on le nettoie. Ça, c'est forfaitaire fixe. Recyclage. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu glauque sur le sujet, mais c'est des caveaux d'occasion, entre guillemets. Ah bah oui. Oui, mais ça peut C'est un caveau neuf, ça vaut pas. C'est toujours là d'ailleurs. J'ai fait une demande. Un caveau de place neuve, ça vaut entre 600 et 800 €. Un caveau 2 places neuf, ça vaut 1600 €. Et puis j'ai pas de tarif pour les caveaux 3 places, j'ai pas réussi à en avoir. Donc je fais un il y en a eu, donc nous on en a, donc c'est pour ça qu'on l'a proposé à la vente, si ça se présentait, mais pour l'instant ça se fait plus. Voilà. Et on en a beaucoup. Il y en a un cette année. Ceci étant, comme on lance avec Philippe un plan de réaménagement des cimetières et d'entretien des cimetières, on va forcément découvrir, on a d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de petites plaques où vous demandez si la famille peut... C'est ça. On les voit tout le temps, les petites plaques en fait. Donc, on est obligé de les laisser longtemps parce que c'est... Et au bout d'un moment, si personne se manifeste... On a des délais, c'est très réglementé là. Et en plus, on est en train de lancer un cahier des charges justement avec une société. On file, alors ça c'est pour justement la gestion des emplacements, pour le remembrement des emplacements. Je ne veux pas lancer le sujet aujourd'hui, hein, mais il y a aussi l'idée d'agrandir celui de l'Aiguillon. Et puis pour l'agrandir et pour remembrer, il faut beaucoup de temps, parce que c'est à chaque fois qu'il y a une parcelle qui se libère, c'est accepter l'idée qu'on ne va pas la remplacer, qu'on va attendre de créer un carré, etc. Et donc avec Philippe qui est au fond là, de la salle, on file à Niort pour voir des bons comportements de certains et voir comment on peut les ramener ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Là, on va passer au RH. C'est la création de postes avec la mise à jour du tableau des effectifs. Je rappelle que les emplois de chaque collectivité sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient au conseil municipal d'établir l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services de notre commune. Et le principe est posé, c'est par la réglementation, pour le recrutement du fonctionnaire, c'est par la voie de concours. Ça, c'est le principe. Mais par dérogation à ce principe, la promotion interne est un dispositif qui permet aux agents d'accéder à un cadre d'emploi d'une catégorie supérieure sans passer par la voie du concours. Et donc ça veut dire que la promotion interne, elle est possible selon les conditions et les quotas fixés par le statut.
Et de plus, du fait du caractère dérogatoire, la possibilité de nomination selon ce mode, c'est très limité. Donc les heureux élus, il y en a peu souvent. Et j'informe que la collectivité a proposé au centre de gestion plusieurs agents au bénéfice justement de la promotion interne, afin de valoriser les fonctions et leurs responsabilités, notamment pour donner suite aussi au nouvel organigramme sur lequel Jean-Michel et les agents travaillent. Et après l'examen de l'ensemble des dossiers déposés lors de cette campagne, le centre de gestion nous informait que, c'était une très bonne surprise, que 3 agents, enfin surprise on l'attendait, mais c'est toujours une bonne nouvelle, que 3 agents étaient inscrits sur la liste d'aptitude à un grade supérieur, à savoir un agent sur le grade d'animateur, 2 agents sur le grade d'agent de maîtrise. Et aussi, afin de pouvoir les nommer, il nous est nécessaire que vous, chers collègues, conseillers municipaux, créez des postes en adéquation avec les nouveaux grades. Alors je propose la création d'un poste de cadre d'emploi des animateurs en catégorie B, du grade d'animateur au grade d'animateur principal à temps complet, c'est ce qu'on appelle le poste numéro 63, c'est ça? Et pour les grades d'agent de maîtrise, pour ces 2 postes qui sont aujourd'hui vacants à la suite de départ de 2 agents, l'un pour motif de retraite et le second pour motif de mutation, ces agents ont été remplacés par un recrutement sur un grade d'adjoint technique. Les postes d'agent de maîtrise sont donc vacants et il n'y a pas lieu d'en créer de nouveaux. Les postes seront vacants suite à ces mouvements. Non, les postes qui seront vacants suite à ces mouvements seront donc supprimés lors d'une prochaine délibération en fin d'année, après évidemment l'avis du comité social territorial, afin de conserver le même nombre d'emplois. Alors je vous propose d'approuver la création d'un poste du cadre d'emploi des animateurs catégorie B, comme j'ai dit, au grade d'animateur, à le faire passer au grade d'animateur principal de première classe à temps complet, et puis d'approuver la modification du tableau des effectifs qui est joint en annexe, peut-être que hier, on l'a derrière moi. Ouais, bah, si c'est grand, on va laisser tomber. Donc, et puis d'inscrire évidemment les crédits nécessaires au budget, et puis m'autoriser, ou Jean-Michel, à signer tout acte y afférent. Est-ce qu'il y a des questions sur ces cadres d'emploi? C'est Sarah? Hein? On n'a pas le droit de le dire, alors c'est personne. Il faudra couper. Je ne savais pas, je suis désolé. Enfin, dans ce sens-là, généralement, c'est bien. Quoi. Donc, qui s'abstient? Non, enfin, il n'y a pas de question, en fait, non, pas de question. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour eux. On va passer à l'acquisition de parcelles de terrain nu qu'on appelle ZC9 et ZC10 entre un particulier et une commune. Alors là, j'ai le droit de dire le nom, j'imagine. Oui. Donc, je vous rappelle, on a déjà voté dessus, hein, faire délibérer. C'est la famille d'Alain Cadichon qui a un terrain qui le donnait à ces parcelles, en fait, généreusement, à la commune. Et quand on a été voir le notaire, il nous a dit « Oula, un don c'est compliqué, c'est instable juridiquement dans le temps. Ça serait mieux que ce soit une acquisition à l'euro symbolique, monsieur le maire, de terrain nu. » Alors on a dit « Bon, bah, ok, très bien. » Et c'est pour ça qu'on vous propose de transformer ce don en vente à l'euro symbolique pour éviter toutes les instabilités ou les fragilités juridiques et réglementaires qui peuvent apparaître dans le temps. Juste si vous avez des questions, je peux y répondre. C'est des questions de pourquoi, c'est quoi le sujet. C'est que le don peut être remis en cause dans le temps par des ayants droit au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc on va éviter d'exposer nos successeurs à des embêtements qui pourraient avoir lieu alors qu'on sait aujourd'hui qu'on pourrait les éviter simplement avec un euro. S'il y a d'autres questions, je veux bien les écouter. Oui. Monsieur le ministre, quel est l'intérêt d'acheter ce type de terrain, sachant qu'aujourd'hui il est en friche et à part un coût d'entretien pour la commune, je ne vois pas ce qu'on pourra en faire demain, sachant que c'est en zone rouge. Je ne vois pas du tout l'intérêt de... On peut mettre le
C'est à côté du Génie et route de la Pointe. C'est en fait, ça évite, quand on est chez nous, ça évite ce qui nous arrive la plupart du temps quand on n'est pas chez nous, c'est de ne pas pouvoir virer les gens qui s'installent, les caravanes. Si, c'est vrai. Non, il n'y en a pas. C'est à côté de Cléragio, il n'y a pas de caravane. Est-ce qu'il y a un accès? Sûrement. Et en fait, c'est un clair. Non, c'est à côté des clairs. Ouais, c'est à côté des clairs. Ouais. C'est mon point de vue. Sauf s'il y a un projet derrière d'aménagement ou d'échange de parcelles ou je ne sais quoi. L'idée, tu y assistes, c'est avec le conservatoire du littoral, on a l'État et le parc. Pas ici, là. Quand tu vois le plan de requalification qu'on a, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, mais par contre je peux me tromper, c'est-à-dire que moi quand j'ai regardé, j'ai l'impression que j'ai regardé quelque chose qui ne correspond pas à ce que... J'ai des zones, le Génie est ici. Et donc, tu l'as dit, c'est des parcelles. Si, quand même. On est juste à côté du Génie. Je me souviens que dans le cadre du plan de dessin d'Alain Frété, qui nous a été dessiné et évoqué, il y a eu une parenthèse sur le Génie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du Génie? Et l'idée, aujourd'hui le Génie est une propriété privée, et l'idée était de dire, est-ce que dans le cadre de la remise en revalorisation de la pointe de l'Aiguillon, on n'irait pas créer un site touristique sur ce bâtiment, de telle façon à faire au premier étage des coursives, au deuxième étage des coursives, où tous les murs seraient renforcés, repeints, avec une fresque qui expliquerait l'ensemble du marais et de la mer, et l'ensemble de l'histoire et de la nature et de la biodiversité environnante. Et ça a été dit dans cette salle qui est juste à côté. Ça a été évoqué. Oui, évoqué. Mais aujourd'hui, ça ne correspond pas au projet de la pointe, de l'aménagement de la pointe de l'Aiguillon. Non, mais pour 1 euro, je me dis que, tu as absolument raison, mais je me dis que cette idée qui a été évoquée, on l'a trouvée, tout le monde l'a trouvée bonne, et garder pour 1 euro de quoi faire du parking pour faire un site d'approche de cet environnement, on ne se fait pas de mal. Et puis si 7 euros... Tu es en nature à 2000. Donc tu ne feras pas de parking. Si. Ce qu'on ne fera pas, c'est un aire de camping-car. Ça, c'est sûr. Une aire de camping-car, on n'en fera pas. Mais du parking ou du stationnement, aussi. Mais je ne me battrai pas pour une histoire d'1 euro et pour un dossier. C'est même pas une question d'1 euro, c'est de récupérer... Enfin, aujourd'hui, on est sur le projet de l'aménagement de la pointe de l'Aiguillon qui s'arrête à l'Oasis. Ce projet, aujourd'hui, il s'arrête à l'Oasis. Il n'est pas commencé. On a déjà des réflexions pour reculer encore de la pointe de l'Aiguillon. Non. Si. Moi, en tant que professionnel, enfin, je défends la profession agricole et la profession de la mer. Demain, on n'aura plus aucun moyen d'accéder à nos parcelles ou à nos bouchots. Quel rapport avec ça? Parce que, aujourd'hui, le projet d'aménagement, aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre une barrière à l'Oasis pour que les gens aillent se promener après dans le fond. C'est bien ça, avec l'aménagement. Ok. Mais moi, je vois que dans le temps, au fur et à mesure, c'est mon avis personnel, ce projet va grignoter la pointe de l'Aiguillon et que demain, on ira jusqu'au Génie, et puis on ira après, peut-être que Guillaume un jour va rendre ses clairs, et puis on gardera ça passera aussi d'un outil professionnel à un outil d'aménagement pour les autres. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre le conservatoire du littoral, c'est pas ça, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont en place, il y a des activités professionnelles qui vivent de ça. Il faut faire très attention à ne pas mettre des bâtons dans les roues et à mettre tout ça en conflit. Ça reste mon point de vue. Je comprends cette crainte qui est de dire, voilà, on est en train d'arriver sur nos termes. Alors là, je te rappelle simplement que c'est un don
d'un propriétaire privé à la commune, que si demain on lui dit non, on ne le prend pas, à mon avis, il va le donner à quelqu'un d'autre, et que tu pourras encore moins gérer le problème. Ça, c'est le premier point. Le second point, je ne vois pas en quoi ça vient toucher à l'activité agricole ou maritime que d'acquérir un espace foncier dont on a la maîtrise, d'autant plus que c'est une maîtrise publique, où là on peut contrôler justement les dérives. On peut le laisser après à l'espace privé, c'est vrai, mais à l'espace privé, on n'aura plus la main. C'est-à-dire que ta crainte, pour le coup, je l'aurai. C'est-à-dire que demain, quand on n'a pas la main sur le foncier, on ne maîtrise rien. S'il y a d'autres questions? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Merci beaucoup. On continue. Donc ça veut dire qu'il faudra passer chez le notaire. Alors, c'est pour la présentation du rapport d'activité de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale, les actes qui étaient en annexe 2022. Vous savez que tous les ans, la communauté de communes a l'obligation de nous créer un rapport d'activité, que ce rapport d'activité doit être proposé à l'ensemble du bureau de la communauté de communes, des vice-présidents, ensuite voté par les délégués communautaires et ensuite proposé à chacune des communes, des collectivités qui sont membres de l'EPCI. Et donc, si vous avez pris le temps de le lire, je vous demande d'approuver l'activité 2022, en tout cas le rapport d'activité 2022 de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale. Je vais faire une remarque. Oui. Moi, je m'occupe essentiellement de social, comme tu le sais. Et quand je vois création et entretien de 5 maisons de santé, gestion de 5 EHPAD, j'ai pas l'impression d'être dedans. Tu n'es pas dedans. Oui. On n'est pas dedans. Donc ça me gêne terriblement de voter quelque chose, un rapport pour lequel on n'est pas concerné. Donc sur le social, je m'abstiendrai de voter pour le rapport de la communauté de communes. Et j'ai déjà dit, on nous demande nous, de fédérer les moyens, etc. au niveau des EHPAD. On a eu une fin de non-recevoir au niveau de la présidente, hein, puisqu'on a déjà parlé de ça. Et je trouve que c'est injuste. Et on a des situations qui sont effectivement, qui s'expliquent par un historique, par une refonte des communautés de communes dans le passé, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de disproportion entre les territoires. Et surtout le nôtre qui est complètement isolé et complètement au bout du bout. C'est pour ça que je m'abstiendrai, si tu veux, sur ce rapport, sur le point social. Sur les autres points, ok, ils font leur boulot, pas de problème. Mais sur le point social, j'ai l'impression qu'on ne fait pas partie de cette communauté. Voilà. Ok. J'entends. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez relever sur ce rapport? Le rapport de Marc est intéressant. C'est pas qu'il est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il est fondé. Mais pour autant, tu l'as dit toi-même, on hérite quand même d'une situation. Oui, mais on pourrait éventuellement l'étendre, on pourrait éventuellement l'utiliser pour dire ok, on va gommer un peu ces inégalités ou ces choses-là. On nous demande de mutualiser les moyens, on n'a pas de personnel, on n'a pas de machin, etc. On est complètement isolés, nous, il faut le reconnaître. Notre maison de santé, là, pour aller chercher des professionnels, le Richtag d'avoir eu des professionnels de santé sur le rapport aussi, là, ils ont eu X infirmiers, X machin, etc. Je ne fais pas la liste de tous les... Mais nous, pour aller chercher un médecin, il a fallu qu'on se démerde, qu'on se débrouille, excuse-moi. Mais il faudra faire la même chose pour le second, là on lance, j'avais demandé à Bérangère. Si tu veux, c'est ce genre de disproportion qui m'embête. Sur la santé, on est vraiment nu. C'est-à-dire on est nu, seul, et il y a un constat d'incapacité de celui qui en a la charge en principe, c'est même pas la communauté de communes, c'est l'État. Il y a un abandon total des territoires par l'État. Ce n'est que du discours, un discours qui prouve une vraie incapacité et qui renvoie la balle à des générations précédentes qui, de toute façon, n'avaient pas anticipé. Et je vous annonce la deuxième vague, d'ailleurs. Hein. On vous vend le rester chez soi et le maintien à domicile des personnes âgées ou seniors. C'est simplement parce qu'on n'a aucun autre moyen à proposer. Donc il faut vous vendre l'idée que vous serez mieux chez vous tout seul. Vous verrez si vous êtes mieux chez vous tout seul à 96 ans, quand vous êtes seul et que vous n'arrivez pas à vous retourner
dans votre lit et que les pompiers de l'Aiguillon-la Presqu'île sont appelés quasiment tous les 3 jours en ce moment pour des gens qui se réveillent pas, enfin, en fait sont au sol pendant 3 jours, 2 jours, 5 jours la dernière personne. Voilà, donc cet abandon dont tu parles, il est violent et la violence va arriver de plus en plus parce que je l'ai dit souvent, quelqu'un qui a 85 ans, 5 ans après il a 90 ans et on y arrive. Et on est dans une situation d'incapacité totale. Donc les moyens qu'on développe ici, ils sont louables. On continuera à se faire enguirlander parce que qu'est-ce que vous faites à la mairie parce qu'on n'a pas assez de docteurs, parce que maintenant c'est le maire et son équipe qui deviennent en fait les acteurs de la santé publique, alors qu'on n'est pas formé pour ça, on n'a pas les réseaux pour ça, on n'a pas les moyens. Et que si jamais vous ne trouvez pas ce que l'État n'arrive pas à trouver avec ses propres moyens, vous êtes tout de suite sanctionné. Mais c'est notre rôle, on continuera. Et c'est ton rôle de continuer à présider le CCAS et être vice-président de l'EHPAD. Et j'entends ce que tu dis, mais voilà, il va falloir qu'on continue à se battre. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, tu t'es abstenu? Je vais m'abstenir de vote, oui. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors je vous propose de passer aux voix et au vote, enfin de soumettre le vote aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Là, c'est un marché de prestations intellectuelles. En fait, on a un groupement de commandes avec la communauté de communes pour tout ce qui est schéma directeur des systèmes d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Alors, on en a déjà parlé, c'est un marché qui a déjà été passé. Le problème, c'est que cet hiver, on n'a pas pu faire tout, enfin, ils n'ont pas pu faire tous les tests. C'est un marché qui a été notifié le 28 juillet 2022. Enfin, il a besoin d'un avenant. Selon ce marché, je vous rappelle, est un marché communautaire où il y a toutes les communes qui sont concernées de la communauté de communes et la communauté de communes suivant des littorales pour un marché de presque 600 000 euros, 596 677 euros exactement. C'est un marché qui était à l'initial prévu pour 16 mois à compter de la notification. Et le problème, c'est que l'hiver n'a pas permis de faire tous les tests de fumée, de colorants, etc. parce que le niveau d'eau dans les nappes était trop haut. Et donc, vu que ces conditions de nappe à l'hiver 23 n'ont pas permis de réaliser les campagnes de mesure dans de bonnes conditions, on nous propose de faire un avenant à ce marché initial et d'approuver, c'est l'avenant numéro combien? C'est le 1? On n'a pas eu d'autre? Bon. Voilà. Concernant le marché passé au groupement de commandes pour la réalisation du diagnostic et du schéma directeur des systèmes d'assainissement et d'allonger la durée et du délai de ce marché. Voilà, c'est juste ça. On a besoin de le faire voter, sinon on n'aura pas les tests. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune. Je trouve ça très marrant. Vas-y, développe. C'est sûr que s'ils font leur test l'hiver, il y a de grandes chances que les nappes soient hautes. Mais on leur impose... Mais ça reste là. On leur impose de les faire l'hiver. En fait, on leur demande l'hiver, enfin les 4 saisons. Mais là où tu souris, c'est qu'il est bien possible qu'il y a tout le monde un délai l'année prochaine. On a un hiver plus vieux. Enfin, là, on arrêtera de payer. Ok, je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Eh bien, on a fait le tour de ce conseil municipal. L'ordre du jour est épuisé. Je vais lever la séance. Mais avant, je vous informe que le prochain conseil municipal est le 24 octobre 2023. À moins d'un changement de dernière minute. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.